globale et concertée des questions humanitaires. On retient également que dès l'instant où ça va mieux en Côte d'Ivoire, et puisque la période de choc est passée, les financements vont se réduire concernant l'humanitaire. Il faut donc envisager une approche régionale et envisager le partenariat avec le secteur privé et chercher à mobiliser des ressources autres que celles provenant des humanitaires. Troisième chose qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est que les politiques publiques sont si fortement rattachées à l'État en Côte d'Ivoire que même s'il existe quelques bribes de dispositions juridiques pouvant faire penser que la société civile peut avoir une place dans la politique publique, à l'état actuel des normes, des normes juridiques, il n'est pas possible que la société civile puisse avoir vraiment une place centrale. Il y a de nombreux obstacles à l'émergence d'une véritable société civile. Et en fait, ne pas se focaliser sur l'action, seulement sur l'action humanitaire. Donc voilà un peu ce qui ressort des trois premières tables rondes qui ont eu lieu la journée d'hier. Donc je passe la parole à Roselyne pour les dernières tables rondes, les deux tables rondes d'aujourd'hui. Alors pour les différentes tables rondes, notamment la table ronde 5 et la table ronde 4, que pouvons-nous retenir? On pourrait retenir deux concepts essentiels qui sont ressortis des différentes communications, à savoir le concept de la solidarité et le concept de l'éthique. Il faut également retenir de ces deux tables rondes-là qu'il faut créer un cadre d'interconnexion entre la recherche et l'action humanitaire. Pour utiliser le concept du professeur Faye, il faut procéder par une codisciplinarité. Que pouvons-nous retenir d'autre de ces deux tables rondes? On pourrait retenir que l'action humanitaire pourrait être abordée dans une perspective plus globale par des actions qui sont menées en prenant en compte les aspirations, les besoins des populations. Il faut procéder par une approche participative. Et ça, c'est de façon globale, de façon mondiale. Et dans le contexte africain que nous avons vu à travers le cas de la maladie à virus Ebola, en Guinée, au Sénégal, au Bénin et même en Côte d'Ivoire, on pourrait dire qu'il faut procéder, et là je m'adresse aux différents bailleurs ici, il faudrait procéder par une désoccidentalisation de l'action humanitaire. Merci. Donc le professeur Riffman va faire une synthèse générale et ouvrir quelques perspectives. Quand j'entends ça, je m'affaisse un peu sur mon siège parce qu'effectivement, ça relève quasiment de l'impossible. Mais d'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour vos présentations. C'est un exercice de toute façon extrêmement difficile. De toute façon, je vous rassure. Je vous rassure sur un premier point, une synthèse évidemment très approfondie sera faite. Il y aura... je voulais vous rassurer aussi sur deux autres points qui sont les suivants. Le premier, notamment pour à la fois ceux qui ici travaillent dans le domaine humanitaire, les étudiants qui sont dans la salle, qui travaillent, qui veulent travailler dans le secteur ou qui veulent faire de la recherche, et puis les collègues chercheurs. Dans 10 ans, il y aura encore de l'action humanitaire. Il y a 10 ans, elle devait disparaître dans les 2 ans qui suivaient. Il y a notamment un essayiste américain qui s'appelait David Reeve, qui a fait un livre qui a eu un certain retentissement au début des années 2000 en disant l'humanitaire c'est terminé. Désormais, les États vont prendre ça totalement en main. Il n'y aura plus ni d'agence des Nations Unies, ni de CICR, ni de Croix-Rouge, ni d'ONG. Je suis légèrement trompé, donc il y en a quelques autres qui se sont trompés avant, donc on peut raisonnablement en inférer que ça n'est pas totalement terminé. Si ça n'est pas totalement terminé, je crois que les 2 jours d'échange ici
et de débat en montre la raison profonde, c'est que ça correspond à des réalités extrêmement concrètes, à des, je n'aime pas beaucoup le terme besoin, mais en tout cas à des situations notamment de crise, mais aussi de post-crise et aussi de prévention et des crises, qui appellent des réponses. Les organisations humanitaires, les acteurs humanitaires ne sont pas les seuls à avoir des réponses à ces contextes-là, mais en tout cas, ils essayent d'en apporter un certain nombre. Et puis, le troisième aussi, je veux vous assurer sur un troisième point, en dépit parfois de la qualité, mais aussi de la vigueur des échanges, il est absolument, évidemment, impératif d'avoir une pensée critique sur l'humanitaire. C'est absolument, effectivement, nécessaire. C'est nécessaire pour les acteurs, c'est nécessaire pour les populations, et c'est nécessaire aussi pour les chercheurs. Donc la pensée critique, la réflexion critique sur l'humanitaire a aussi beaucoup d'avenir devant elle. Pour faire donc un petit peu cette ensemble, il y a quelques points qui m'ont frappé. C'est effectivement la question de la sémantique. On en a parlé dès hier, Jean-Pierre Dozon l'a évoqué tout à l'heure. On ne met pas la même chose derrière le terme transition. Je ne suis pas certain qu'à la fin de ces 2 jours, on mette la même chose, mais en tout cas, effectivement, il y a plusieurs visions de la transition. Ensuite, il y a toute une série, effectivement, il était très intéressant, me semble-t-il, de se focaliser sur la Côte d'Ivoire, même si on a débordé, notamment dans la table ronde précédente sur la sous-région, parce qu'on a là, effectivement, toute une série d'éléments qui interpellent sur les problématiques humanitaires dans l'avenir, à partir, effectivement, de l'analyse rétrospective de la crise des années 2000, de la crise post-électorale, et puis de la post-crise et de, comme le disait aussi, je crois Jean-Pierre Dozon tout à l'heure, vers l'émergence. Donc, on a là toute une série de cas d'école, si on veut parler avec une certaine distance, et ça me semble effectivement, de ce point de vue, extrêmement pertinent et passionnant. Par ailleurs, il me semble que durant ces 2 jours, alors évidemment c'est toujours très frustrant pour nous tous, on n'a pas évidemment, en dépit du fait qu'on se revoit pendant 2 jours, suffisamment de temps pour échanger, suffisamment de temps pour discuter. Les intervenants ont énormément de choses à dire et ceux qui sont dans la salle en ont énormément aussi. Mais finalement, on en retient tout de même une série de choses et je crois que sur ces 2 jours, on est parvenu à penser collectivement tout au long de ces 2 journées. Toujours sur cette tente transversale, il y a un certain nombre de questions auxquelles, évidemment, on n'a pas répondu. Auxquelles, même si on faisait 2 jours de plus, on ne répondrait pas de toute façon définitivement, parce que les points de vue sont divergents. Et pour instiller quelques points de vue complémentaires divergents, on a eu des échanges assez musclés aujourd'hui sur la culture africaine, existe-t-il une culture africaine? Et effectivement, de ce point de vue, on peut poser certaines questions en lien avec notre sujet. L'hospitalité, oui, mais est-ce que le Kenya est prêt à accueillir les 500 000 réfugiés du camp de Dadaab et les laisser s'installer sur son territoire et les sortir de l'enfermement carcéral dans lequel ils sont? Ça ne semble pas effectivement être la politique ni du gouvernement kényan, ni une forte demande de la société kenyane. Est-ce que des ONG sud-soudanaises peuvent aujourd'hui, dans la situation de conflit et de guerre civile, même s'il a baissé d'intensité depuis quelques semaines, en dépit du fait que le 8e cessez-le-feu n'est qu'en partie respecté,
Est-ce que des ONG sud-soudanaises peuvent être présentes, intervenir, et même intervenir en lieu et place d'acteurs internationaux au Sud-Soudan aujourd'hui auprès des populations? La réponse, elle est négative. Une ONG sud-soudanaise, si elle est composée en partie de Nuer, ne peut en aucun cas intervenir effectivement dans les zones contrôlées par le gouvernement et dans des camps déplacés où il y a des Dinka. Inversement, si les Dinka veulent travailler dans un camp où sont essentiellement des déplacés Nuer, il vaut mieux pour leur sécurité personnelle qu'ils n'y aillent pas. Donc là aussi, quelqu'un disait tout à l'heure, en citant une maxime ivoirienne, tout est mélangé. Oui, tout est mélangé, effectivement, dans l'humanitaire, et les réponses ne sont pas simples. Il y a un point peut-être, on a beaucoup parlé d'éthique, là je rejoins Jean-François Mattei dans ses écrits. Je suis un petit peu frustré du fait qu'on n'a pas suffisamment, me semble-t-il, notamment quand on a parlé pour la Côte d'Ivoire du post-crise, mis l'accent sur effectivement ce que Jean-François Mattei appelle le passage de l'humanitaire au social, parce qu'incontestablement, toute une série de questions et d'analyses qui ont été délivrées relevaient plus finalement du social que de l'humanitaire au sens strict, pour autant qu'il y a un sens strict dans l'humanitaire d'ailleurs, parce que là aussi c'est un autre élément de complexité. On a aujourd'hui, aussi bien pour les ONG nationales que pour les ONG internationales, que pour les Croix-Rouges, le CICR ou les agences des Nations Unies, en tout cas essentiellement pour les non-gouvernementaux, des pratiques que je qualifie de multi-mandats. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une chose, on est sur plusieurs secteurs et sur plusieurs domaines. Action contre la faim qui... Et par exemple, était ici présente, en Côte d'Ivoire, fait dans l'assainissement, mais aussi dans la réponse, à participer à la réponse ivoirienne sur Ebola, essentiellement sur les actions de sensibilisation dans les lieux de transport, dans les stations de départ de bus, sensibilisation notamment auprès des femmes. Donc c'est vraiment du multimandat. Et donc pour terminer, moi peut-être que je vous lancerai une sorte de défi qui serait le suivant. J'ai été très frappé par la manière dont hier a transformé son intervention le représentant d'ECHO, Yvan Hildebrand. Il s'est demandé quelle action humanitaire dans 10 ans. Quelle action humanitaire en Côte d'Ivoire, mais évidemment, il voulait dire de façon plus générale. Et ça me conduit à deux ultimes remarques. La première, c'est qu'on aurait peut-être, d'ailleurs ça a été employé tout à l'heure, vous l'avez dit tous les deux dans votre compte rendu de table ronde, on aurait peut-être dû plutôt intituler ce séminaire « Mutation et transition ». Dans l'humanitaire. Et puis, moi, quand j'écoutais les différentes interventions, depuis 2 jours, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, que je vous livre, qui est, on nous a expliqué beaucoup, il faut passer de l'international au local. Je crois qu'il y a une certaine forme de consensus là-dessus, sur effectivement le rôle des ONG nationales, donc des ONG ivoiriennes dans le cas d'espèce, le fait que effectivement les acteurs internationaux doivent repenser leur rôle et leur présence. J'ai terminé, je te rassure, en 1 minute. Donc tout ça effectivement fait partie de la réflexion. Mais on peut peut-être renverser aussi les choses, justement dans cette perspective, ou dans cette prospective à 10 ans. Pourquoi est-ce que les acteurs ivoiriens ne passeraient pas du local, du national à l'international ou au sous-régional à travers justement l'expérience qu'ils ont acquise, les compétences qui sont les leurs et qu'on a vu tout à fait
être présenté durant ces 2 derniers jours. Pourquoi ne pas passer du local à l'international, et pourquoi ne pas faire de la Côte d'Ivoire une sorte de hub humanitaire, si on veut, de la sous-région, en tout cas à partir effectivement de la Côte d'Ivoire, puisque le pays, semble-t-il, avance vers l'émergence, qu'il y a toute une série de ressources ici, il y a des ressources humaines, des ressources intellectuelles, des ressources matérielles et des expériences acquises. Pourquoi, effectivement, demain, ça ne serait pas une ONG ivoirienne qui, dans un pays de la sous-région, peut-être à l'occasion d'une résurgence d'Ebola, interviendrait? Pourquoi ne pas faire, en tout cas, de la Côte d'Ivoire une plateforme ou un hub humanitaire dans les 10 ans à venir? Je vous remercie, hein, c'était vraiment utile d'avoir les synthèses. Je vais appeler, je crois que les étudiants ont préparé en commun en fait une petite présentation, donc j'appelle les étudiants à venir. C'est vrai qu'en entendant ces synthèses, moi j'ai été étonnée de ne pas entendre parler de 2 thèmes. C'est celui de l'imaginaire humanitaire, c'est-à-dire l'humanitaire, c'est aussi un discours, des idées, beaucoup de choses véhiculées par les médias. Voilà, hier, certaines questions nous ont été posées et j'essaierai tant bien que mal de répondre à ces questions avant de donner la parole à mes condisciples. Il était question d'abord de savoir ce que c'est que l'humanitaire. Ensuite, est-ce que l'humanitaire est derrière nous? Autrement dit, faut-il faire fi de l'humanitaire ou alors est-ce qu'il est dépassé? C'est comme ça que j'ai compris la question. La troisième question est, est-ce qu'il faut renommer l'humanitaire? Voilà. Proposition de réponse, je dirais que l'humanitaire pour moi, c'est toute action, œuvre qui vise à redonner à l'être humain toute sa dignité, à prendre en compte cet être humain dans toute sa dimension et dans tout ce qu'il fait. Alors on pourrait parler d'humanitaire sans tenir compte de la personne humaine dans ses réflexions, dans sa vision des choses, dans sa façon d'agir. Donc pas d'humanitaire à l'encontre de l'être humain lui-même, étant donné qu'il est au cœur de l'action humanitaire dont on parle depuis hier. Maintenant, pour répondre à la question suivante, la question de l'humanitaire est-il dépassé ou alors l'humanitaire est-il derrière nous? Je répondrai de la façon suivante. L'humanitaire n'est pas dépassé, l'humanitaire n'est pas derrière nous, dans la mesure où, depuis le commencement du monde, nous assistons à des conflits armés, à des catastrophes naturelles, à pas mal de conflits qui ne font que, j'allais dire, ne font que mettre le monde à mal. Alors, tant que l'humanité existera, tant qu'il y aura des êtres humains sur la Terre, on ne pourrait pas faire fi de l'humanitaire, dans la mesure où l'action humanitaire est portée vers l'être humain. Donc, jamais une humanitaire dépassée, mais il faut plutôt faire en sorte que l'action humanitaire puisse se faire avec l'homme et pour l'homme, et non à son encontre. Pour répondre à la dernière question, est-ce qu'il faut renommer l'humanitaire? Je répondrai oui et non. Oui, parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je me suis juste rendu compte que tous les acteurs ici présents ne sont pas unanimes sur la question de la définition de l'humanitaire. On n'a pas une définition universelle de l'humanitaire. Certains voient l'humanitaire sur l'aspect protection de l'homme en cas de conflit, en cas d'urgence. D'autres se posent sur l'aspect économique. En fait, il y a plusieurs aspects de l'humanitaire qui ont été développés. Et étant donné qu'il n'y a pas de réflexion commune, de définition universelle, je souhaiterais qu'on renomme l'humanitaire tout en parlant de assistance, aide et assistance aux personnes en difficulté. Comme ça, c'est plus ciblé, c'est plus recadré et on sait que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous, parce que quand on parle d'humanitaire, ça prend tout son sens dans la mesure où le mot humanitaire, on a l'homme, on a le H
qui définit tout et qui détermine tout. Alors, quand on voit l'humanitaire, tout de suite, on voit l'être humain dont on doit prendre soin, l'être humain qu'on doit protéger dans toute sa dimension. Pour finir, je voudrais encore une fois de plus remercier les uns et les autres. Et en termes de recommandations, je demanderai plutôt aux différents acteurs ici présents et même ceux qui sont absents, qui auront bel et bien écho de tout ce qui a été dit ici, qu'il y ait un éveil de conscience, de sorte à ce que nous ayons véritablement un renouveau de l'humanitaire, qu'on puisse travailler en synergie pour le bien-être de l'être humain qui est au cœur de l'action humanitaire. Je vous remercie. Bonsoir, messieurs, dames, éminents professeurs d'université. Je suis Hugonie Nadia Arlette de la chaire UNESCO. Je voulais remercier le docteur Malawa de nous avoir invités. Nous sommes 3 étudiants de la chaire UNESCO à être venus écouter le séminaire. La réflexion qui a été suscitée, c'est en Côte d'Ivoire, la transition humanitaire serait-elle une transition dans l'humanitaire ou plutôt l'humanitaire en transition? La première partie serait transition dans l'humanitaire qui correspondrait à une mutation pour l'après-crise. En effet, par l'approche de la résilience, on constate que le système des Nations Unies, à travers le Bureau de coordination des affaires humanitaires, distingue la phase d'urgence de la phase d'après-urgence, encore appelée post-crise. De plus en plus, le principe consiste à laisser l'État de reverser les acquis de l'intervention humanitaire internationale dans ses activités régaliennes et ses politiques publiques de tous les jours. Concrètement, on constate que pendant l'urgence, les institutions internationales apportent l'aide humanitaire de façon ponctuelle afin de sortir de la crise et qu'après la crise, il y a un accompagnement qui est laissé à la charge de l'État par le biais du ministère concerné et selon les orientations politiques de l'État en question. Par exemple, les questions de santé seront dévolues au ministère de la Santé, les questions de droits de l'homme au ministère en charge, ainsi de suite. Parfois, on voit que plusieurs ministères sont concernés par des sujets qui seraient des sujets transversaux. Et on se demande donc, que fait donc l'État à travers ces ministères techniques dans le traitement des différentes questions? N'y aurait-il pas déjà un début de souveraineté appliqué aux actions humanitaires? Nous pensons que oui. Mais malheureusement, dans la pratique, on constate que l'État retourne bien souvent vers les ONG internationales qu'il considère comme plus performantes pour exécuter les projets à venir. Et on peut souligner que, en fait, l'État ne fait pas confiance aux ONG nationales du fait de leur amateurisme, il faut l'avouer. Et ce même État transmet encore la charge de continuer l'action humanitaire aux organisations internationales qui, par leur professionnalisme, s'imposent contrairement aux ONG nationales. De ce fait, le monopole de l'aide est laissé donc à des organisations internationales. Et dans ce cas, l'État n'est-il pas lui-même en contradiction avec cette forme de transition, retour à l'État, qui semble d'ailleurs s'inscrire dans la conception mathéiste de l'humanitaire en transition? Merci Ayaouzi Karen, auditrice en Master 2, Action humanitaire, développement durable, spécialité Action humanitaire à la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Et donc je vais vous parler de la deuxième partie, l'humanitaire en transition, construire l'autonomie, consolider la souveraineté. Tout change, tout bouge, l'humanitaire évoluant dans un monde en perpétuel changement, l'humanitaire aussi doit s'adapter au changement du monde. Selon la conception mathéisme, au terme de ce séminaire si riche, la transition humanitaire est absolument une question de souveraineté appliquée à l'humanitaire. L'humanitaire d'hier, marqué par un vent de coopération et de dépendance de l'extérieur, ou même par la colonisation, doit valablement s'intégrer dans les politiques publiques de l'État de Côte d'Ivoire comme une affaire nationale. C'est l'autonomie humanitaire qui se traduit par une volonté politique d'assurer la souveraineté des États.
L'action humanitaire n'est-elle pas une autre dénomination des affaires sociales de l'État? Ne devrait-elle pas l'être? Y aurait-il un mal à laisser aux acteurs locaux, ici les ONG ivoiriennes, cette réappropriation de l'humanitaire, disons des affaires sociales? Là commence notre observation sur la question éthique qui a un peu macro dans la relation entre les ONG ivoiriennes et les ONG internationales. La transition humanitaire est en marche qu'on le veuille ou non. Les ONG internationales captent des financements et sous-traitent avec les ONG ivoiriennes. Nous conseillons donc aux ONG ivoiriennes d'adopter la stratégie d'apprentissage auprès des ONG internationales mieux organisées à la base depuis leur siège. Elles doivent favoriser les emplois de leurs agents au sein des organisations plus outillées qu'elles. C'est par cette stratégie que certaines organisations ont appris. Les ONG ivoiriennes doivent mobiliser les financements. En conclusion, nous pouvons dire que les actions sociales doivent être prises en main par l'État lui-même. L'humanitaire devrait s'appeler affaires sociales et pourrait bien se loger dans sa phase de coordination au ministère en charge des affaires sociales. Un arrêté a même été pris pour la coordination de l'action humanitaire en Côte d'Ivoire. L'État doit accompagner la transition humanitaire et pour pouvoir assurer véritablement cette transition, l'État doit améliorer et assurer la mise en application effective du cadre normatif des ONG, favoriser leur professionnalisation, faire confiance à sa propre société civile. Quant aux ONG, elles doivent se former pour mieux aider les bénéficiaires dans une démarche éthique. Les ONG internationales ne doivent pas être traitées de voleuses de souveraineté. Elles ne sont pas à exclure dans le processus. Elles ont assez donné, elles ont assez à donner. Elles doivent aider au transfert de compétences et soutenir la transition humanitaire durable. Merci. Bonsoir, chers maîtres. Bonsoir, chers étudiants. Je suis Ndaya Oussèche Alain, étudiant en Master 2 de Sociologie du développement à l'Université Alassane Ouattara et étudiant à la chaire UNESCO de biotique de Bouaké. J'aimerais, avant tout propos, remercier le professeur Akindes et toute son équipe, à savoir le docteur Mac, le docteur Kra, le docteur Zina, docteur Roselyne Bouchot, notre grande sœur Cynthia, voilà, et vraiment aussi saluer ou bien entendre les soutiens de mes chers condisciples, voilà, qui ont effectué le déplacement avec moi. Et pour entrer dans le vif du sujet, mes condisciples ont tout dit, mais moi je voudrais plutôt rebondir au niveau de l'humanitaire est-il derrière nous, voilà, par rapport à cette question. Et c'est ce passage où ce transfert, voilà, derrière ce passage, il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Et parler de transition, ce n'est pas simplement ce passage linéaire, mais c'est de prendre en compte toute cette dynamique-là. Et en tant que chercheur junior par rapport aux sciences sociales, je voudrais simplement dire que sans embâche, l'humanité n'est pas dépassée. L'humanité n'est pas dépassée, mais l'humanité doit tout simplement faire sa mue. Elle doit tout simplement se réinventer. Et dans cette réinvention-là, l'humanité a besoin de s'appuyer sur les sciences sociales, en particulier la sociologie et l'anthropologie. Parce que ce sont ces sciences-là qui sont à même de pouvoir étudier, de pouvoir observer tout ce qui est comme jeu de pouvoir, tout ce qui est comme logique, tout ce qui est comme habitude, et qui est à même de comprendre et d'expliquer toute cette dynamique-là qui est derrière la sphère de l'humanité. Et vraiment, c'est au travers des sciences sociales, qu'on pourrait
atteindre cet objectif-là. Parce que le monde bouge. Aujourd'hui, il y a le radicalisme religieux, il y a le changement climatique, il y a véritablement l'inégalité entre le nord et le sud. Écoutez, je crois que ça va être très triste pour nous, mais c'est la fin de ce séminaire. On tenait à tous vous remercier, parce que vous êtes venus de loin, de plein de coins de Côte d'Ivoire, de France, et je pense qu'on a vraiment avancé. Enfin, nous, on en discutait au fond, parce qu'on essaye aussi, même pour formuler notre appel à bourse, il faut vraiment qu'on comprenne les points de vue de chacun, qu'on essaye. On parlait de réinvention de l'humanitaire qui doit faire ça mieux. Nous, pour lancer cet appel à bourse et pour essayer de lancer des sujets, il faut aussi qu'on comprenne tous ces points de vue et qu'on les intègre pour faire aussi bouger la recherche dans ce sens. Donc c'est très précieux, puisque au fond, que ce soit notre gouvernance scientifique ou notre conseil d'administration, c'est très international et on essaye de construire tout ça ensemble. Le fond, c'est en fait plein de petites briques de chacun, et tous vos avis ici dans ce séminaire, ça fait partie de ces briques pour construire la vision du fond et pour mieux comprendre cette humanitaire en transition. Je vais laisser quelques mots à Monsieur Mattei. Quand même, un petit mot. Ah oui, je sais, mais il va falloir faire fort maintenant, donc, mais je vous fais confiance. Non, mais d'habitude, ce sont les plus âgés qui ont le dernier mot, mais là, je vais le laisser aux jeunes. Ils ont tout dit, ils l'ont très bien dit. Merci à tous et à bientôt.